Bonsoir à vous toutes et à tous et je vous souhaite la bienvenue à l'atelier intitulé Des communautés de bénévoles en soins palliatifs, l'exemple inspirant du Sud-Ouest, qui est organisé aujourd'hui par le Réseau Santé Nouvelle-Écosse. On est vraiment très heureux que vous soyez présents ce soir. L'atelier est organisé en partenariat avec le regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse, donc le RAN, le Nova Scotia Hospice Palliative Care Association, le NSHPCA, ainsi que la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse, la FAFAN. Pour les personnes présentes qui ne me connaissent pas, je me présente. Mon nom est Julie Bissonnette et je suis la coordonnatrice de projet pour le réseau santé. Le réseau est une organisation provinciale ayant pour mandat, entre autres, de permettre aux communautés acadiennes et francophones de la province d'avoir accès à des soins en français. Beaucoup d'outils et des ressources sont disponibles et je vous invite également à nous contacter pour connaître tout ce qui existe ou même à aller visiter notre site web au www.réseausanténe.ca pour en savoir plus sur nos prochaines activités. Pour l'instant, vos micros sont fermés pour éviter qu'il y ait trop de bruit, mais il vous sera possible d'ouvrir vos micros pour poser vos questions pendant la présentation. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le micro en bas à gauche de votre écran pour activer le son. Aussi, vous pouvez utiliser le clavardage ou, si vous préférez, le chat situé en bas de votre écran, si vous préférez cette façon pour poser vos questions. La présentation de ce soir se fera en français. Par contre, je sais que plusieurs d'entre vous êtes plus à l'aise à poser vos questions ou même à les écrire en anglais. Donc, n'hésitez pas, écrivez-les, posez-les quand même et ça va nous faire un grand plaisir de répondre à vos questions, peu importe si elle est en anglais ou en français. La présentation sera également enregistrée pour permettre aux personnes absentes de pouvoir la visionner par la suite. Vous pouvez couper votre caméra si vous ne voulez pas que votre visage apparaisse dans la vidéo. De plus, pendant la présentation, on reste disponible pour répondre aux questions techniques dans le clavardage. Ce soir, nous vous présenterons les initiatives en accompagnement bénévole du ministère Soins et Compassion développées dans les régions de Clare et Argyll. Pour ce faire, nous sommes très chanceux d'avoir avec nous les deux instigatrices de ces initiatives respectives, c'est-à-dire Mesdames Joan Toff et Louise Lalonde. Elles nous présenteront la création de leur groupe en passant par les défis et les bons coups afin d'inciter quelques-uns d'entre vous à reproduire une telle initiative dans votre communauté. La présentation ce soir se fera sous la forme d'un dialogue entre elle et moi, où vous, les participants, pourrez également poser vos questions. D'ailleurs, on a prévu une période à la fin de la présentation. Par contre, si vous avez une question qui est vraiment pertinente ou vous ne voulez pas l'oublier, n'hésitez pas à la poser ou à l'écrire évidemment aussi dans le clavardage. Je m'arrête donc ici et nous commençons la présentation à l'instant. Je vous souhaite un bon atelier. Alors, pour un peu d'introduction, comme vous le savez, une importante transformation sur le plan démographique est en cours présentement. Le monde vieillit, il en est de même pour la Nouvelle-Écosse. Selon les résultats du recensement de 2016, en 2030, c'est plus du quart des Néo-Écossais qui auront 65 ans et plus. Aussi, en raison de l'augmentation de l'espérance de vie et de la diminution du taux de natalité, notre population avancera en âge. On vieillit plus, mais est-ce qu'on vieillit mieux? Pour beaucoup d'Acadiens, les aînés sont souvent entourés de leur famille, ce qui permet à celle-ci d'offrir le soutien nécessaire lors d'une maladie grave ou même en situation de fin de vie. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Je suis certaine que parmi vous, vous connaissez des familles peut-être qui sont dans cette situation.
Depuis la pandémie actuelle, nous avons pu prendre connaissance de la fragilité de notre système de santé. Dans moins de 10 ans, est-ce que ce même système aura su s'adapter au vieillissement rapide de notre société? Il faut avouer que notre système de santé actuel se fie beaucoup sur le plan d'action des communautés en santé. Posons donc les vraies questions. Aurons-nous une pénurie des services? Est-ce que notre système de santé restera fragilisé à la suite des dommages collatéraux causés par la COVID-19? Comment pourrons-nous bien miser sur les soins à domicile si on manque déjà de personnel en santé? La création d'un programme de soins et compassion en accompagnement bénévole devient donc une priorité pour le maintien de la santé de nos communautés, mais aussi pour aider à soulager un peu notre système de santé qui est présentement à pleine capacité. L'entraide communautaire est devenue une priorité absolue. S'inquiétant pour leurs fidèles malades, des membres du clergé ont commencé à approcher certaines communautés, dont Clare et Argyle, dans le sud-ouest de la province. De quelle façon est-il possible d'offrir du soutien aux familles et à leurs malades tout en les aidant à différentes tâches et en s'assurant de leur offrir un accompagnement spirituel tout au long du cycle de la maladie? C'est pour donner suite à de nombreuses demandes d'aide qu'est né le projet du ministère Soins et Compassion en accompagnement bénévole en soins palliatifs. C'est donc avec un immense plaisir que je vous présente les deux instigatrices de ces initiatives, Mesdames Joan Toff et Louise Lalonde. Joan a développé l'initiative dans la région de Clare en 2017. L'initiative de Louise s'est créée dans la région d'Argyle en 2018. Ce soir, Joan et Louise vont vous expliquer le déroulement d'un tel regroupement en accompagnement bénévole. Elles vont aussi vous parler des valeurs importantes qui sont à la base de ces initiatives. De plus, on engagera la conversation sur les différentes étapes nécessaires à la création de ces regroupements, en passant par le contexte de l'époque, le recrutement des bénévoles, la structure et bien d'autres. Comme je vous l'expliquais un peu plus tôt, le déroulement sera comme une conversation à trois et nous avons réservé une période de questions, mais je vous invite aussi à poser vos questions tout au long de la présentation. Le commencement du projet. Joan, je t'invite à ouvrir ton micro, Louise aussi. Joan, j'aimerais que tu nous expliques quel était le contexte en 2017 quand tu as décidé de partir ton regroupement. Est-ce que c'était un manque dans ta communauté à ce moment-là? Est-ce que ça a été une demande qui t'a été faite? Comment ton regroupement s'est parti? Bien, avant 2017, mon mari était ordonné diacre permanent et puis son ministère, c'était un ministère de famille. Alors, on faisait des visites à domicile. Lui, il restait il visitait les malades et les mourants. Puis moi, je visitais avec les personnes qu'il soignait. On s'avait aperçu, il y avait évidence que c'était un besoin dans notre communauté à cause, comme tu as dit, Julie, tout à l'heure, le département de santé est plus qu'impacté qui ne pourra pas vraiment suivre les personnes à la maison. Et plusieurs de nos gens préfèrent de rester à la maison lorsqu'ils sont dans un état de stage terminal, de maladie terminale. Alors, il n'y avait pas de nom, on n'avait pas de nom. Mais alors, il est mort un an après et après sa mort, Monseigneur Mancini m'a approché pour siéger sur un ministère à Halifax. Le ministère Ministry of Care and Companionship. Puis, quand j'arrive à ma première réunion, j'ai réalisé que c'était ceci également qu'on faisait. Alors, il y avait un nom et il y avait un besoin. Là, j'ai fait la démarche avec les curés et puis on a mis le ministère en marche en 2017. Dans le fond, tu as mis concrètement
que vous faisiez déjà naturellement à l'époque. Parfait. Louise, pourquoi dans Argyle, toi, tu as décidé de créer ton regroupement également? Qu'est-ce qui a fait le déclic pour toi que c'était un besoin essentiel également dans ta communauté? Mais j'avais travaillé comme infirmière dans les foyers de soins, alors je voyais un besoin là. J'avais travaillé aussi dans les familles avec les soins à domicile. Je voyais le besoin. Et un jour encore, c'est le clergé, c'est Monseigneur Gérald Leblanc qui m'a demandé, il dit, Louise, il dit, ici, il dit, pour une raison, toi, tu pourrais-tu pas faire ça? Il dit, va voir Joan, elle va t'expliquer c'est quoi. Parce que quand elle m'a expliqué ça, là, OK. Alors, j'ai visité avec Joan, qui m'a donné son historique, ce qu'elle a fait. Et puis, je suis revenue, je me suis trouvée quelques personnes ici pour, OK, on va partir, on va essayer de monter ça. Alors, vraiment, ça s'est très bien déroulé et puis un service qui est très apprécié dans la communauté. Les foyers de soins sont vraiment, c'est surtout eux. Nous, on ne va pas à la maison encore parce qu'on a une vingtaine de personnes. Et puis, d'après nos directives avec l'Église, avec le diocèse, on ne peut pas aller tout seul dans une maison. Il faut être deux personnes. Alors, on n'a pas assez de bénévoles pour faire les visites à la maison et puis les visites ailleurs. Alors, on fait les visites dans les foyers de soins. Les foyers de soins sont très reconnaissants. Ils nous appellent. Louise, il y a une famille ici, parce qu'ils disent toujours à la famille, c'est quoi notre ministère, avec les pamphlets qu'on a, ils distribuent les pamphlets. Et puis, c'est la famille qui dit, oui, on aimerait ça qu'il y ait une bénévole qui vienne avec papa, avec maman, ou ma soeur, mon frère, ou n'importe. Alors, c'est comme ça que ça a commencé ici. Est-ce qu'à l'époque, il y avait des partenaires dans votre projet ou chacune de votre côté, vous avez fait la création de vos regroupements? D'ici, dans la région d'Argyle, de Clare, on est parti nous-mêmes pour commencer, puis après ça, on s'est trouvé des partenaires, des gens qui nous aident à différents niveaux. John, est-ce que c'était la même chose de ton côté? Dans Clare, les partenaires, on a tapé dans le ministère, le comité de ministère de soins et compassion Halifax. Ça, c'était le plus gros de mes ressources et de mon appui, mon soutien surtout. Et puis, bien sûr, les paroisses. À ce moment-là, on est à plusieurs paroisses. Maintenant, on a seulement une paroisse dans Clare. Mais tous les paroisses étaient en marche, étaient contents d'avoir un ministère. Oui, la même chose de notre région. C'est semblable aussi. Parce qu'on a Vous avez reçu le soutien d'eux au tout début. Le soutien d'Halifax, même une personne d'Halifax est venue donner les cours, les premiers cours de livres qui se sont passés. C'est Mary Wild de Halifax qui est venue les donner. Puis aussi, c'est ça, les paroisses nous ont aidés parce que c'est avec les paroisses qu'on... Oups, je m'en vais trop vite, là. Okay, non, c'est correct. C'est correct. De toute façon, on va revenir justement plus tard sur les formations puis comment on s'organise un petit peu pour partir ce groupe-là. J'aimerais qu'on parle aussi des valeurs parce que, bon, on le sait que dans vos communautés respectives, vous êtes des leaders. J'imagine que vous aviez le sentiment d'avoir la confiance des membres de votre région pour vous appuyer dans ce projet. Pour toi, Louise, pourquoi l'approche palliative comme valeur fondamentale? Pour moi, l'approche palliative, comme beaucoup de gens pensent qu'être palliatif, aussitôt qu'ils entendent le mot palliatif, je vais mourir, je ne vais pas en entendre parler, je vais mourir. Il y a des mythes à ce niveau-là aussi. Mon approche palliative, c'est non, c'est améliorer la qualité de vie jusqu'à la fin de mes jours. Alors, c'est ce qu'on essaie de transférer, ce qu'on essaie de donner aux gens comme valeur. Oui. Effectivement, les soutenir du mieux qu'on peut, puis justement de faire réaliser que la qualité de vie peut être grandement améliorée. Joan, pour toi, quelles sont les autres valeurs essentielles qui font la base de ton regroupement d'accompagnement bénévole?
Excuse, Julie. Oui, ben, en fait, je voudrais savoir, c'est quoi les autres valeurs essentielles pour toi qui font la base de ton regroupement? Ben, les valeurs, c'est surtout accompagner les personnes dans leur lieu lorsqu'ils sont confortables. Et puis, surtout, faire attention aux personnes qui soignent les malades. Parce que souvent, c'est eux-mêmes qui sont oubliés. Ils sont surchargés de responsabilités à prendre garde à leurs proches. Et puis, ils n'ont point de soutien. Alors, on fait attention à ces personnes aussi. Les personnes veuves, il y a beaucoup de veuves dans notre coin. Alors, tout à coup, ils sont seuls. Et puis, ça, c'est surtout dans ce domaine-là qu'on essaie de trouver les moyens pour aller les visiter. Est-ce que l'une ou l'autre, est-ce que vous aviez fait des recherches pour savoir ce qui se faisait ailleurs ou si vous vous êtes tout simplement lancé dans l'aventure, on ouvre le chemin devant nous à chaque pas qu'on fait? Excuse, Louise. Vas-y. Ben pour moi, c'était le fait que j'étais sur le comité du ministère, puis tout ceci, ça se passe à Halifax. Okay. Ça faisait un bout de temps qu'ils avaient le ministère de Soins et Ministry of Care and Companionship. Nous autres, on l'a traduit compassion, parce qu'on sentait que ça, en français, c'était un plus beau titre, là. Ouais. Alors, on avait travaillé beaucoup avec une des membres qui était sur le comité, qui était la responsable leader de ce ministère ici à Halifax. Et puis pour toi, Louise, est-ce qu'il a fallu que tu fasses un petit peu de recherche pour voir? Moi, j'avais été, mon expérience de vie dans plusieurs endroits, Ottawa, Victoria, etc., qui ont des hospices et qui ont des unités de soins palliatifs. Alors, j'avais déjà une bonne idée de ce que c'était. J'étais impliquée dans ces endroits-là avec le service de soins palliatifs. Alors, ceci m'était, puis en plus, bien, les gens de Halifax, comme je dis, comme Joan, là, les gens d'Halifax ont été vraiment inspirants. Puis Joan a été très inspirante aussi. Alors, on dit merci. Parfait. Bon, je sais que aussi, ça a été une demande du clergé, autant pour l'une que pour l'autre. Je veux savoir au niveau de la spiritualité, est-ce qu'on doit absolument avoir des valeurs religieuses à tout prix pour pouvoir bénéficier de ces services là que vos regroupements offrent, ou même est-ce qu'on doit faire partie d'un groupe religieux en particulier si on veut soit devenir bénévole ou recevoir des services bénévoles de votre regroupement? Ou si vous accueillez tout le monde, peu importe la religion ou même les personnes qui ne sont pas affiliées à aucune religion. Ce sont tous des personnes, on est tous, ça ne fait pas de différence qu'on soit musulman, qu'on soit catholique, qu'on soit baptiste ou n'importe, on est tous des enfants de Dieu d'une façon ou d'une autre. Alors, et puis on est tous entrés dans ce monde et on va tous sortir de ce monde. Tout à fait. Alors, veut pas, beaucoup de personnes, puis j'ai découvert au cours des années et puis au cours de les 3 dernières années, les personnes, des fois, qui n'ont aucune valeur, ils disent « j'ai pas de valeur, j'ai pas de religion, je suis pas… » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Au fond, chacun vit sa spiritualité. Différentes valeurs que toi. Oui. Alors, oui, alors les personnes à qui on donne un accompagnement, nous autres, on est allés accompagnement, projet de soins et accompagnement qu'on va aller à parce qu'on trouvait qu'il y avait une meilleure signification. Oui, ces personnes-là, oui, c'est n'importe qui. J'imagine que pour toi aussi, John, c'est la même chose. En fait, oui. Chaque personne vit sa spiritualité de la façon qu'il l'entend, peu importe la religion, ou même s'il n'y a pas de religion, chaque être humain va vivre ça de sa propre façon, donc vous les accueillez quand même, puis ça, il n'y a pas de… Oui, on accompagne toutes les personnes qui demandent pour notre service, mais on fait on est clair que c'est un ministère de l'Église catholique. Oui.
OK. Alors, les bénévoles et puis on peut parler de ça plus tard, là, les bénévoles doivent être des personnes qui pratiquent la religion catholique parce que c'est un ministère de l'Église. Mais par exemple, quand j'ai commencé le ministère, j'ai été m'asseoir avec le ministre de l'Église baptiste pour lui dire qu'on était en train d'organiser ce ministère et que probablement qu'il y aura de ces gens qu'on allait visiter. Parce que c'est important qu'ils savent que peut-être qu'ils vont demander pour une visite de leur clergé, que ce soit un prêtre ou que ce soit un ministre d'autres religions. Donc, j'imagine que tu as voulu faire certain que tout le monde est inclus aussi, puis qu'il n'y ait pas de confusion à ce niveau-là. Parfait. Maintenant, je sais que, bon, suite au succès que vous avez présentement avec vos regroupements, j'imagine qu'il a fallu établir une certaine structure. John, je suis curieuse de savoir comment tu as fait pour identifier les leaders ou les personnes ressources qui composeraient ton comité organisateur. Moi, je l'appelle comité organisateur. C'est peut-être juste, toi, il y a peut-être un autre terme. J'imagine que tu n'es pas toute seule à tout organiser, qu'il y a des personnes qui t'aident également. Avec tout le travail qu'il y a à faire, l'organisation, tout mettre en place, je suis convaincue qu'il y a des personnes qui t'aident justement. De quelle façon tu as identifié ces personnes-là pour qu'éventuellement, elles deviennent des personnes ressources pour toi, qu'elles puissent t'aider dans ce projet-là? Ben, la première chose, c'est qu'on doit rencontrer les curés des paroisses parce que sans le soutien, c'est difficile. Tu ne pourras pas avoir un ministère encore pour la raison que c'est un ministère de l'Église catholique. Alors, les personnes, ça commence avec les curés et nous autres, on a des coordinateurs dans notre paroisse. Alors, j'ai rencontré les curés, les coordinateurs et donné un aperçu de quoi c'est avec le ministère. Et en plus de ça, on a formé un petit comité. Alors, il y a un monsieur qui fait du bénévole et qui sert sur le comité de finances à l'Église. Alors, je vais lui demander si il sera content de nous joindre. Puis, un autre, c'était une thérapeute qui est à l'Université Sainte-Anne. Alors, elle s'est venue et puis le coordinateur de la paroisse. Alors, ça fait un petit comité qui veut taper à œil pour de l'information et des ressources que j'ai de besoin pour vraiment mettre ceci en place. Parfait. De ton côté, Louise, une fois que ces personnes ressources forment le comité organisateur, quelles sont les tâches ou les responsabilités que ce comité a à faire? Ouh, ça a été beaucoup. Je pense que la liste est là. Les réunions, quand sont les réunions, il y a beaucoup à monter là-dedans. Tu sais, nos ordres du jour, qu'est-ce qu'on discute à nos réunions, parce que notre petit comité. Je pense que c'est d'ailleurs une photo de ton groupe, si je ne me trompe pas, oui, en pleine réunion. Oui, justement une session de formation justement devant l'horloge, c'est Mary Wild de Halifax qui donne la session. Okay. Une des sessions, c'est-à-dire. Alors, ça a été comme le recrutement, tout le monde était responsable d'aller dans les églises, justement, après le sermon, après la messe ou n'importe, aller donner c'est quoi le ministère, puis on recherche du monde, etc. Aussi, on a adressé les gens, moi j'ai trouvé beaucoup de groupes à l'extérieur des paroisses aussi, il y a les femmes de Sainte-Anne, il y a les femmes Catholic Women's League, il y a, parce que nous aussi, on était un assez petit groupe, alors aussi on s'est lancé à demander, malgré que c'est francophone, on a demandé aux gens de Yarmouth, de la cathédrale, qui voulaient avoir la même chose. Puis ils étaient tellement un petit groupe que c'était presque pas possible de faire pour eux tout seuls. Alors, on a comme Ada, par exemple, je pense qu'elle fait partie de la paroisse de la cathédrale. Alors, c'est qu'on avait les femmes Catholic Women's League, j'ai eu les Chevaliers de Colomb,
tous les groupes qu'on pouvait imaginer, là, on a essayé de leur parler et puis dire ce que c'était. Et si quelqu'un se trouvait que c'était leur vocation d'aller dans un accompagnement comme ça, parce que ce n'est pas n'importe qui peut faire face à des malades, encore Exactement. moins des personnes mourantes. Alors, on a tout expliqué ça à ces gens-là, et puis les gens se sont présentés parce qu'on a maintenant une vingtaine à peu près de bénévoles. On peut encore en prendre d'autres parce que pour visiter les foyers, comme je disais plus tôt, on a besoin de 2 personnes à la fois. Alors, on a toujours besoin d'autres. Est-ce que, autant dans vos 2 regroupements, bon, ici, on parle aussi de publicité, tout ça, donc on parle aussi d'argent. Comment ça fonctionne au niveau des finances? Est-ce que vous avez des subventions de certains groupes communautaires? Est-ce que c'est important de tenir un budget? Est-ce qu'il faut ouvrir un compte bancaire? Est-ce que c'est compliqué à ce niveau-là ou au début, on commence petit, puis une fois que la structure est bien établie, là, on pense à aller de l'avant avec ça? Comment ça fonctionne, par exemple, pour toi, John? Est-ce que tu dois tenir un budget? Est-ce qu'il y a tu dois aller chercher des subventions ou est-ce que tu reçois des dons de certains groupes? Nous autres, en Claire, on était vraiment chanceux. Monsieur est mort dans la communauté, puis il avait laissé dans son testament un montant d'argent pour commencer c'était pas appelé un ministère, mais voulait que les soins palliatifs soient adressés dans la communauté. Alors, on a cet argent-là. On a aussi eu une subvention du comité de santé de Claire pour faire de la formation. On a aussi mis des enveloppes au salon funéraire et puis souvent les familles font des dons en mémoire de leurs proches. Et même à l'église, c'est souvent qu'on a des dons comme ça. Alors, oui, on a un budget. On regarde à se servir de cet argent-là pour le bénéfice des bénévoles et du ministère. Parfait. J'imagine aussi que bon, les services que vous offrez sont gratuits. Par contre, la structure doit quand même avoir un certain roulement, que ce soit au niveau des formations, tout ça, des rencontres. De ton côté, Louise, par exemple, quand tu planifiais les rencontres, est-ce que tu essayais d'aller chercher comme des commandites, que ce soit même une commandite de café ou d'un lunch ou je ne sais pas. Comment ça fonctionnait pour toi de ce côté-là? Est-ce que tu approchais les gens? Quand on a commencé, on avait demandé, on a présenté un budget à l'archevêque. Et puis là, ils ont accepté de nous donner un certain montant, un petit montant. Et puis, on est parti de là, on a trouvé une salle à la cathédrale à Yarmouth qui ne coûte rien, qui ne coûte pas de sous. Alors, au niveau on avait besoin du matériel de bureau, les fichiers, puis la paperasse, puis tout ça, on avait besoin de tout ça. On avait besoin de l'eau, du café, du thé, tout ça. Mais on a eu de la chance ici. Moi, je fais partie de la coopérative La Tour. Le gérant de la coopérative m'approchait une journée. Il dit, Louise, on entend parler de ce que tu fais, ce que vous faites, ce que votre comité fait pour les gens de la région. Puis il dit, on voudrait vous offrir 1 000 $ par année. Alors, comme c'est là, on reçoit 1 000 $ par année de ce groupe-là. Et puis vraiment, on n'a pas cherché à aller chercher d'autres argent parce qu'avec le 1 000 $ par année, au début, ce que l'archevêque nous a donné, on a eu tout ce qu'on avait besoin pour la logistique du bureau, pour gérer toutes ces choses-là. Et puis, depuis ce temps-là, vraiment, on est bien. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps que COVID est là, c'est qu'on a encore de l'argent dans le compte de banque. Et puis, le monsieur me dit toujours, Louise, on est encore là. N'oublie pas qu'on est là. Alors, de ce que je remarque, excuse-moi, Louise, vas-y. Non, c'est correct. De ce que je remarque de vos 2 regroupements, il y a beaucoup d'entraide aussi qui vient de vos communautés respectives parce que j'imagine que l'impact est positif. Ce que vous apportez, c'est positif. Donc, les regroupements, les associations, votre communauté vous aide. Ce n'est que à votre avantage, mais à leur avantage également. Donc, ça, je trouve ça super bien. C'est de l'entraide communautaire, puis il faut vraiment s'enligner sur ça.
Une fois que la structure est établie, ça prend des bénévoles, on en a parlé. Louise, quand tu recherches tes bénévoles, à quoi tu t'attends du bénévole? Est-ce que tu recherches un profil ou un background en particulier? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention quand quelqu'un vient nous voir et qui nous dit qu'il est intéressé à devenir bénévole pour ton regroupement? Qu'est-ce que tu t'attends, toi, en fait, d'un bénévole? Un bénévole, je vais avoir des personnes qui sont engagées, qui ne laisseront pas tomber dans un mois ou quand on appelle, ils n'ont jamais le temps pour... parce que moi, ce qui arrivait comme coordinatrice ici, les foyers de soins m'appelaient, moi, continuellement. Au lieu d'avoir 50 numéros de téléphone qu'ils appelaient, ils m'appelaient. Okay. Et puis, je garde compte, ou je gardais compte de tous les visites qui se faisaient, quand c'était, qui était allé, etc. C'est que je pouvais regarder dans mon... Bon, ah oui, OK, celui-ci n'est pas allé il y a un bout de temps, il n'a pas fait... Bon, puis ça serait une bonne... tu sais, les malades étaient bien avec ces gens-là. Ça faisait comme un roulement aussi au niveau des bénévoles. Là. Et Okay. puis, alors, vraiment, ça ferait quelqu'un qui est engagé, qui est fiable, qui est honnête, qui a une certaine foi, parce que vraiment, il faut que tu puisses croire à la fin de tes jours qu'il y a des choses qui vont passer. Alors, pour ça, pour déterminer ça, écoute, dans une communauté étendue, puis moi surtout, je ne suis pas d'ici, alors je ne connais pas tout le monde qui a fait sa première communion, puis qui s'est marié, puis tout ça, je ne connais pas ça. Alors, on a un formulaire d'admission, si on veut, oui. Avec, comme un questionnaire oui, avec beaucoup de questions. Puis vraiment, les gens disent, ouf, il y a 4 pages. Alors, les gens disent, ouf, mais c'est beaucoup ça. Puis les gens de Halifax m'avaient passé ce questionnaire-là. Les autres, c'est ce qu'ils font aussi. Alors, j'ai dit, oui, c'est beaucoup, 4 pages, c'est long, mais ça va vous faire songer. Les questions sont telles que ça vous fait songer si c'est vraiment votre truc. Est-ce que c'est ça que vous voulez faire? Votre expérience, tu sais, si tu viens de perdre ta femme ou ton époux dans la dernière année, c'est très difficile de faire ça. Si tu es impliqué au niveau personnel dans ta famille avec un gros deuil, c'est très difficile. C'est difficile. Des gens qui souffrent des fois de maladies mentales, il y a toutes sortes de choses qu'on dévoile à travers ce questionnaire. Donc, le questionnaire vient en fait confirmer ou pas l'engagement de la personne. Exact. Et puis, si le caractère de la personne est bon ou non. Tu sais, okay. On demande, au bout de ce questionnaire-là, on demande des références. Alors, avec les références, on peut appeler ces personnes-là pour qu'ils jugent du caractère. Parfait. On a aussi ce qu'on appelle un police check où on vérifie la criminalité, le dossier chez les polices montées parce qu'on a affaire à des personnes vulnérables. Oui, tout à fait. C'est toutes ces choses-là qu'on fait. OK. De ton côté, Joan, où as-tu recruté tes bénévoles? Comment tu t'y es prise pour les amener avec toi dans ton aventure d'accompagnement bénévole? Pour commencer, quand j'ai commencé pour regarder à organiser le ministère, comme je dis, j'ai rencontré les curés. Alors, on a ensemble fait une liste des personnes qui servaient déjà sur des comités à l'Église. Okay. Puis des personnes qu'on sentait qui seraient qui avaient les caractères pour travailler sur un ministère. De là, j'ai fait des visites. Je ne me sers pas du questionnaire qui nous est donné à Halifax parce que c'est toutes des gens que j'ai connus ou que je connais dans la communauté. Alors, je m'assieds individuellement, peut-être pour un bon 2 heures, puis on discute leurs valeurs, leurs intérêts. Qu'est-ce que c'est qu'ils sentent qu'ils peuvent apporter au ministère? Et puis, surtout, qu'est-ce qu'ils sont confortables à donner? Faut que ça soit des personnes, le but ou le plus gros travail les bénévoles, c'est écouter. Puis si qu'ils peuvent bien écouter, puis bien se sentir à l'aise,
ils sont automatiquement bien placés dans le ministère pour servir. Alors, c'est comme ça que moi, on s'est déroulé ici dans Claire, parce que c'était du monde qui était déjà impliqué. Je suis contente de savoir, puis de constater que la façon de faire est différente, mais le résultat est le même de toute façon. Oui. Puis je suis convaincue que vous avez le même profil de bénévole, mais deux façons complètement différentes de fonctionner pour le recrutement, tout ça. Ça, je trouve que c'est bon que les gens aussi puissent le savoir parce qu'il n'y a pas juste une façon de faire. Donc, chaque communauté va pouvoir s'adapter justement à la création de ce regroupement-là de la façon qu'ils le souhaitent selon leurs propres valeurs. Puis je pense que c'est important de le constater ce soir, que vous avez vraiment deux façons différentes de faire, mais que je suis convaincue que le profil des bénévoles est vraiment le même. L'écoute est là, l'écoute est importante, puis c'est la relation entre humains qui doit prévaloir sur le reste. Ça, je pense que c'est aussi de le mentionner. C'est important de vouloir de servir. Oui. Et puis, parce que notre base à nous autres, à moi et Louise, c'est à Halifax. Alors, c'est totalement différent dans une communauté rurale. On est obligé d'adapter nos choses, nos façons de faire pour notre communauté, et puis surtout des communautés francophones. Oui, tout à fait. Tout à fait, exactement. La réalité pour les communautés rurales versus les communautés ici en ville n'est pas la même, là, on s'entend. Puis c'est le fun de savoir justement que c'est adaptable, cette initiative-là. Les communautés rurales ne sont pas toutes pareilles non plus. Non, exactement. La région de Clare et puis la région de Paramba ici. Paramba est tellement plus étendue, beaucoup plus petite de poches, de petites communautés ici et là. Oui. Alors, essayer de tout ramasser ça, là, oui. Oui, non, c'est vraiment un bon exemple que vous donnez ce soir. La structure est montée. Notre groupe de bénévoles est créé. C'est quoi la suite? Pour toi, John, c'est quoi les responsabilités attendues de tes bénévoles lors des visites aux malades? Est-ce que le bénévole, il va seul? C'est quoi la façon de faire? C'est quoi son rôle, en fait? On en a discuté un petit peu il y a quelques minutes, mais c'est quoi pour toi le rôle attendu ou les responsabilités attendues de tes bénévoles? La première chose, c'est qu'il faut que les bénévoles soient formés. Il faut avoir une formation. Avant même qu'ils sont délégués une famille à visiter, il faut qu'ils aient la formation. Alors, on organise la formation tout de suite, aussitôt qu'on a un groupe qu'on peut avoir. Je pense que c'est d'ailleurs ton groupe qu'on voit présentement sur la photo lors d'une formation, si je ne me trompe pas. Ça, c'était notre premier groupe. Alors, maintenant, avec COVID, c'est impossible de faire de la formation, mais on est préparé lorsque ça va ouvrir pour avoir le HPCO. Là. Alors, mais ça, c'est la première chose. C'est une formation. Et puis, c'est comme Louise a dit, il faut faire les criminal checks et toutes ces choses-là. Alors, il faut tout préparer ça avant que les visites soient faites. Parfait. De ton côté, Louise, c'est quel genre de formation que tes bénévoles doivent suivre? John a mentionné HPCO. Pour les personnes, HPCO, c'est Hospice Palliative Care Ontario. C'est un petit peu le penchant du Nova Scotia Health Authority, mais pour la province de l'Ontario. Donc, c'est ça. Pour toi, Louise, c'est quel genre de formation que tes bénévoles peuvent recevoir à ce moment-là? Maintenant, c'est HPCO. On a déjà quelques personnes qui sont formées en HPCO. Et puis, avant ça, on avait LEAP de Mary Wild qui venait de Halifax, qui est un formateur avec le programme LEAP. Et puis, l'acronyme, LEAP, il faudrait que je dise ce que c'est.
Oui, je ne sais pas par cœur, mais oui. Anne Cosgrove ou de celle-là de dire c'est quoi LEAP. On dit toujours c'est LEAP. Oui. Oui, c'est cette formation-là qu'ils ont reçue qui est vraiment très, très semblable à HPCO. Mais il fallait, on n'avait personne ici pour le donner. Alors, Mary venait, il fallait payer les dépenses de Mary, venir. Elle est venue, elle a fait 2 sessions. Et puis, là, maintenant, c'est HPCO qui sera continué. C'est quelque chose qui peut... Est-ce que tu veux que je dise ce que c'est maintenant? On va en parler, en fait, très bientôt. On va OK. découvrir un peu le soutien du réseau. Donc, une fois que les formations que j'appelle un peu de type général, là, les À plus peu près une grandes trentaine formations, d'heures. Hein? oui, c'est Faut ça. que les bénévoles soient prêts à passer une trentaine d'heures en Trentaine formation. d'heures, oui. C'est la formation de base, là, vraiment principale. Est-ce que chacun de vos regroupements, vous offrez des petites formations spécifiques ici et là à vos bénévoles? Par exemple, si est-ce que c'est possible pour vous, par exemple, d'approcher l'association d'Alzheimer puis offrir une petite session d'information sur bon, comment gérer une personne qui est en phase avancée d'Alzheimer ou des trucs comme ça. Est-ce que vous offrez ce genre de formation-là à vos bénévoles? Pour toi, John, est-ce que c'est quelque chose qui est offert déjà? Oui. Oui, après la formation de 30 heures, là, surtout avec, avec l'information qu'ils sont nécessaires pour les soins palliatifs, Mhm. on se rencontre une fois par mois, autant que possible, pour d'autres ressources, d'autres personnes ressources qui viennent nous parler, ou surtout pour les rencontres, pour faire des rencontres que tous les bénévoles peuvent comment est-ce qu'on dit, s'épanouir entre Oui, eux-mêmes, là. Mais surtout, on cherche des sujets qui vont rencontrer dans leur service à domicile, là, comme l'Alzheimer's. C'est beaucoup gros aujourd'hui à regarder à la santé mentale. Parce qu'il y a oui. beaucoup de personnes qui sont qui rencontrent dans ce domaine. Alors, c'est Oh, et puis, comment il parler, avec qu'est-ce la qu'il faut pandémie, dire je et qu'est-ce pense qu'il ne faut aussi pas que dire, là. oui, c'est ça. Puis avec la pandémie, c'est vraiment ce côté-là aussi qui est ressorti beaucoup. Le Colleen de Nova Scotia Palliative Care Association me dit que LEAP, c'est le Learning Essential Approaches to Palliative Care. Thanks, Colleen. Thank you. Donc c'est ça. Vous deux, c'est vraiment établi déjà à la base que vos bénévoles vont suivre quelques fois dans l'année des petites formations comme ça afin de se mettre à jour dans leur travail, si on peut dire, Et puis, ce qui est bénévole. important aussi lors de ces rencontres-là, nous autres, on essayait une fois par mois, c'était aussi pour que les bénévoles puissent échanger peut-être les problèmes qu'ils ont eus, comment un autre bénévole aurait fait, etc. C'est qu'il y avait beaucoup d'échanges. Et puis, ils trouvaient ça vraiment, En vraiment fait, bien. tu en parles, on y arrive justement, c'est l'accompagnement au niveau des bénévoles. Je pense que ça c'est vraiment important. Puis là, tu le mentionnes, Louise, ces réunions-là permettent aussi aux bénévoles d'échanger entre eux. Donc, il y a certaines formes d'accompagnement à ce niveau-là. Qu'est-ce qui arrive quand la personne que le bénévole doit s'occuper, donc le malade, décède? Est-ce que Louise, de ton côté, est-ce que tu as dû mettre en place quelque chose pour tes bénévoles, justement, une fois que la maladie a emporté le patient? On a eu des rencontres, on a eu vraiment l'accompagnement aussi au salon funéraire, l'accompagnement aux funérailles et vraiment l'accompagnement pour les gens qui restent derrière. Hein. C'est ça qui est, comme John a déjà mentionné. Mhm. Mhm. Effectivement. De ton côté, John, quelle forme d'accompagnement tu offres à tes bénévoles? On a quel genre d'accompagnement qu'on offre, mais
On me rappelle à toutes les fois qu'il y a des visites, les bénévoles me rappellent et me racontent ce qui s'est passé, et s'ils avaient des problèmes, etc. On faisait ça. Moi, j'ai trouvé ça presque comme un emploi à temps plein là, ici. Oui. Mais j'ai aimé ça à mort. Oui, c'est... ouais. De ton côté, John, est-ce que c'est le même genre de soutien ou d'accompagnement que tu offres toi aussi à tes bénévoles? Oui, certainement. Ce qui arrive, c'est que nos bénévoles commencent dans une famille peut-être longtemps avant que la personne est décédée. Alors, ils viennent vraiment proches de cette personne et ça devient comme un membre de famille. Nous autres, on est chanceux sur notre petit comité, comme je disais, on a un thérapeute. Alors, aussitôt que quelqu'un a besoin, elle est là pour parler avec eux individuellement. On les encourage fortement d'avoir, comme Louise a dit, des visites au salon funéraire ou au funérailles, mais surtout de continuer les visites après la mort du décès avec les personnes qui restent dans la famille pour faire un closure. Parfait. Alors, c'est important. Puis, moi, j'essaie de les rencontrer aussi individuellement. Les familles sont quand même accompagnées tout au long, même après la mort, ne sont pas Oui. laissées à elles-mêmes. Ça, Puis les bénévoles, ils sont demandés de pas de servir une autre famille tout de suite. Alors, ils prennent du temps à se regrouper, comme on dit. OK, parfait. On arrive maintenant aux défis. Je suis convaincue que vous avez eu à faire face à des défis, des obstacles. John, quel défi particulier tu as dû faire face au début? Est-ce que tu y en attendais? Comment tu as réussi à passer au travers? Le plus gros défi, c'était de trouver des familles qui auraient besoin de nos services, puis comment les approcher. On a fait beaucoup d'annonces avec des dépliants. On avait nos dépliants dans les offices des médecins, les hôpitaux, dans les VON, dans les bureaux des professionnels et tout ça. Mais c'était gênant pour eux à vraiment faire la première approche à nous autres parce qu'ils ne savaient pas qui on était. Alors, ça, c'était un des gros défis. La meilleure façon qu'on a découvert que ça se faisait, c'était par la bouche, parole. OK. Ouais, le bouche-oreille, en fait, c'est la meilleure communication dans les communautés. Oui, et puis là, puis en plus, lorsqu'ils ont connu, on avait fait une session d'information publique et puis tous les ministres étaient là. Alors, ils avaient vu les personnes qui étaient impliquées dans le ministère, qui les a beaucoup aidés à pouvoir donner des noms. Okay, parce que c'est important qu'ils aient des noms. Qu'est-ce qui va rentrer dans ma maison? Oui, de mettre un nom sur un visage, comme on dit. Oui, alors ça, c'était probablement un gros... C'était pas vraiment un défi qu'on n'a pas pu soulager, mais c'était un gros travail. Parfait. Pour toi, Louise, bon, j'imagine que comme nous tous, ton groupe a aussi été affecté par la COVID-19. Qu'est-ce que ça représente concrètement comme effet négatif pour les bénévoles? Que les rencontres entre les bénévoles se font certainement pas et puis ils manquent beaucoup leurs visites avec les malades. Alors, oui, ça... Mais on a fait d'autres choses. Il y a des gens qui ont fait de la nourriture, qui ont amené de la nourriture aux gens qui étaient seuls. On a fait des téléphones pour appeler comment ça allait, parce qu'on ne pouvait pas y aller. Et puis, ça continue, là, ça. C'est pas fini encore. Non, c'est ça. Et il me semble, ton groupe également, John, vous avez fait des téléphones, si je ne me trompe pas également. Vous avez un certain soutien de toute façon. Oui. OK, parfait. Puis on a, au début, la première ronde de pandémie, on a apporté des masques. Oui. On a fait des masques, puis on leur a tout apporté des masques à nos familles. Et si qu'ils avaient besoin des épiceries, des choses comme ça, on est là les apporter sur le gazon ou en quelque part. Oui. En respectant les restrictions, oui. Bon, je sais que COVID-19, pour plusieurs personnes, c'est un signe négatif. Côté positif, c'est quoi votre vision pour la suite, pour vous deux? Qu'est-ce que vous espérez
que vos bénévoles auront appris ou qu'est-ce que la COVID aurait pu apporter de positif pour vos bénévoles? Je pense qu'une des choses qui est formidable pour moi à réaliser, c'est que les bénévoles, ils ne partent pas l'espoir de continuer à servir. Ils l'offrent, comme je dis, on avait 11 personnes parce qu'on était seulement permis des petits groupes qui sont prêts à prendre le HPCO. Là. Alors, c'est formidable de voir ça, c'est encourageant. C'est-à-dire que le service qu'ils donnent, ils sentent que c'est quelque chose de nécessaire à donner à notre communauté, à nos proches. C'est tous nos proches. Oui, effectivement. De ton côté, Louise, est-ce que tu vois que justement la COVID, la pandémie a apporté ça, cette espèce de confirmation dans la sincérité du dévouement au niveau des bénévoles? Oh, oui, certainement. Parce que j'ai fait une réunion au mois de mars de tous les bénévoles, et pas au mois de mars, non, c'est pas si longtemps que ça. Au mois de septembre, je pense, quel mois qu'on est rendu? On est rendu au mois de mai, pas mal à fin mai. Alors, oui, c'était probablement au mois de mars que j'ai rencontré les bénévoles. J'ai appelé, tout le monde était là. À toutes les fois qu'on a une réunion, une fois par mois qu'on se rencontre, tout le monde y est. Tout le monde se pointe à là. Et vraiment, c'est un temps de ressourcement. L'après-COVID, les gens ont tellement hâte que ça soit fini pour pouvoir recommencer leur travail. Alors, je pense que, et puis l'après-COVID, à cause de COVID, les 5 personnes, nous, qui ont fait l'HPCO sur l'ordinateur avec Zoom. Personne ne connaissait Zoom avant la COVID. On est rendu des experts en Zoom depuis 1 an maintenant. Oui. Oui. On est, bon, justement, on parle de la COVID, on est présentement dans une période d'incertitude avec les restrictions, l'état d'urgence qui est constamment renouvelé dans la province. Je crois que c'est vraiment important de souligner l'impact positif que vos initiatives ont apporté dans vos communautés. Jusqu'à il y a quelques mois, Louise, combien de bénévoles environ contribuaient à offrir de l'accompagnement dans ton groupe? Les 20 bénévoles ont amené beaucoup. Et puis elles vont continuer, je suis certaine. Et puis, oui, c'est 20 bénévoles, il y a eu une vingtaine de familles ou une vingtaine de personnes qui ont été suivies. C'est formidable. De ton côté, John, combien de bénévoles dans ton groupe? 28. 28. Combien de familles dans ta communauté ont été aidées? La première année, pour fallait que je fasse un rapport au conseil provincial. On avait visité 77 personnes. Wow! Alors, il y en a un énorme impact. Pardon? Ça apporte un gros impact positif. C'était bien parce que ça nous disait que le besoin était là. Et puis, il y a plusieurs de ces personnes-là qu'on est encore en train de visiter. Malheureusement, il y en a qui sont partis. Mais ça rouvrit les portes tout grand, comme on dit. Donc, en tout, il y a environ une centaine de familles et plus qui ont pu bénéficier gratuitement des services d'accompagnement depuis 3-4 ans dans vos communautés à Clare et Argyle. C'est vraiment fantastique. J'imagine que vous avez reçu des témoignages aussi des familles dont vous avez accompagné le membre malade. Quelle était la chose qui revenait le plus dans ces témoignages-là, Louise? Je ne sais pas si toi, tu en as eu. Il y a une couple de familles, moi, je continue à les rencontrer. Je les rencontre quand je vais à l'épicerie, je les rencontre n'importe où, dans les milieux sociaux, tout ça, et puis dans les rencontres sociales. Et puis, vraiment, là, si ce groupe-là n'était pas là, cette bénévole-là était fantastique. Maman l'aimait tellement. Alors, j'ai toujours eu cet aspect positif-là dans la communauté. Puis, comme je dis, le gérant de la coop, c'est un anglophone protestant de Barrington.
même pas notre région. Et puis, il entend, lui, qu'est-ce que c'est qui se passe dans la communauté. Puis c'est lui qui voulait nous aider, nous soutenir financièrement. De ton côté, John, j'imagine que c'est sensiblement la même chose. Également, les témoignages que tu peux recevoir, ça ressemble à quoi? C'est incroyable. Ils nous envoient beaucoup des cartes et des lettres par après les membres de famille, surtout les bénévoles qui qui donnent le service à nos soins de personnes âgées dans les foyers. Parce que souvent, ces personnes-là, leur famille est loin ou ils ont pas de famille, pas du tout. Alors, nous autres, on reste avec eux tout au long de le dernier jour. Et puis, c'est beaucoup, beaucoup apprécié. Pas seulement par les membres de la famille, mais les résidents du foyer avaient reçu la plus belle carte de les résidents du foyer, même parce qu'ils disaient c'était comme notre sœur et vous y avez pris garde. Alors, on fait un effort après quelqu'un est décédé dans les foyers de faire un groupe de prière pour les résidents. Parce que ça, c'est le membre de famille qui est parti et puis ça lui donne du closure à eux aussi. Oui, tout à fait. C'est vraiment formidable. Je pense que vous apportez, vos bénévoles apportent la paix justement dans tout ce processus qui, vers la fin, est de plus en plus négatif. Là, on s'entend au niveau de la maladie. Je profite aussi de ces quelques minutes pour souligner que Louise va bientôt déménager d'ici quelques semaines dans une autre province. Par contre, dans sa région, le groupe continue, continue à vivre avec les bénévoles. C'est Ada O'Connell et Evelyn Bourque, entre autres, qui ont repris le groupe de Louise. Je sais qu'elles sont parmi nous ce soir, donc je voudrais vraiment vous remercier de ça. La région n'est pas en perte du tout. Au contraire, je pense que le groupe continue d'offrir des services et de plus en plus aussi après la pandémie. J'aimerais aussi, je pense que comme moi, vous comprenez l'importance, mais surtout les bienfaits directs qu'une telle initiative peut apporter dans votre communauté. Et j'espère sincèrement que cette présentation a suscité votre curiosité, peut-être même votre intérêt à créer votre initiative dans votre région. Je suis certaine aussi que vous vous demandez, bon, si je veux créer ce genre d'initiative-là, quel genre d'appui que je peux recevoir? Le réseau santé de la Nouvelle-Écosse vous offre son appui dans la création d'initiatives. Par exemple, lors d'une rencontre qu'on a eue avec Louise et John, on a pu établir certains besoins au niveau des formations. Après discussion avec leurs bénévoles dans leurs regroupements respectifs, ceux-ci ont demandé de recevoir plus de soutien quant aux exigences des formations demandées par la Régie de la santé. C'est pourquoi qu'avec le réseau santé est maintenant fier d'annoncer que depuis près de 2 ans maintenant, on a pu établir un fort partenariat avec le Hospice Palliative Care Ontario, le fameux HPCO qu'on parle depuis tantôt, afin de pouvoir offrir la formation complète aux bénévoles des initiatives Soins et Compassion. En plus de tout ça, le réseau contribue présentement au développement de cette formation-là de HPCO qui sera traduite en français. La formation en français va être disponible d'ici quelques semaines, quelques mois. Là, avec la COVID, évidemment, les choses ont retardé un peu. Mais ça, c'est une avancée incroyable. Puis le réseau est très fier de savoir que les bénévoles, nos bénévoles en Nouvelle-Écosse seront vraiment les premiers à bénéficier de cette formation qui vient de l'Ontario, qui est accréditée par la Régie de la santé et qui sera aussi offert en français. Donc, ça, c'est vraiment un avancement incroyable. En plus, au réseau, nous sommes à terminer la première ébauche d'un guide qui vous accompagnera tout au long de la création de votre propre initiative. Nous avons reçu une aide immense de John et de Louise afin de bien vous guider dans chacune des étapes.
Je tiens personnellement à vous remercier, Louise, John, d'ailleurs, pour votre soutien à ce niveau-là. C'est fantastique ce qu'on a pu créer. Et maintenant, avant de passer à la période de questions, j'aimerais laisser la parole à nos deux présentatrices. Louise, si tu avais une seule chose à retenir de cette aventure depuis le début de la création, quelle est-elle? Que ça aurait été beau que Réseau Santé soit là pour nous appuyer du début. Et je ne savais pas, mais là que Réseau Santé est là, on se sent vraiment bien. On est appuyé, oui, comme John dit, on est appuyé par le diocèse, mais il n'y a pas seulement le diocèse. Alors, on se sent appuyé. Moi, je remercie Réseau Santé pour m'avoir appuyé tout le long. Tout le long, depuis qu'on s'est connus dans cette aventure. Et puis, je tiens à remercier mes bénévoles qui ont été superbes et Evelyne Bourque et Ada O'Connell qui vont prendre la relève. Aussi indique que n'importe qui commence et qui va commencer un tel programme dans leur région. La chose importante, c'est d'avoir une idée ou de toujours penser au futur. Je ne serai pas toujours là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui continue parce que c'est bien beau de montrer une belle initiative, mais là, si ça tombe tout à l'eau, ça ne vaut rien. Alors, je suis contente qu'Evelyn et Ada ont pris la relève. Et puis, je vais penser à vous autres. Moi, je vais être avec Réseau Santé en Colombie-Britannique. Alors, je ne sais pas s'ils font de telles choses là-bas. Je vais voir une fois là. On fera du virtuel. Il n'y a pas de frontière au niveau du virtuel. Je suis toujours là. Les gens peuvent toujours me communiquer avec moi. Je ne répondrai peut-être pas tout de suite parce qu'il y a 4 heures de différence entre Atlantique et Colombie-Britannique, mais je suis toujours là à répondre aux questions pareilles. Parfait. Pardon, pour ta part, John, qu'est-ce que tu souhaites offrir comme message ce soir pour nos participants concernant l'initiative? Bien, comme Louise, je remercie Réseau Santé. J'étais impliquée, Réseau Santé était impliqué probablement proche du début, mais alors la personne de ressources est sortie de la force. Alors, j'étais vraiment contente que Julie est revenue prendre sa place. Pour mon rêve, là, ça sera probablement que toutes les communautés, les petites communautés comme les nôtres, auraient la même chance d'avoir ce service. Parce que, comme on a dit tout au début, le département de santé est point capable. Moi, j'ai eu l'expérience avec mon mari qui était malade du cancer. Puis, il avait une infirmière dans les soins palliatifs qui était pour venir faire des visites probablement une fois par semaine. Puis, elle était incapable de faire ça parce qu'elle avait si tant un grand territoire à couvrir. Alors, il y avait beaucoup de jours que je pensais qu'ils auraient aimé de parler à quelqu'un autre que moi parce que je voyais quand il y avait quelque chose qui l'embarrassait, il se sentait plus à l'aise si qu'il pouvait le dire à quelqu'un il avait peur de me faire de la peine. Oui, il ne voulait pas te mettre en plus ce fardeau-là sur tes épaules, cette responsabilité-là. Oui. Et puis, la même chose avec moi. Moi, c'était à un moment donné, c'était comme, il fallait que je regarde à mon mari, je n'avais rien d'autre sur mon agenda. Alors, quand je pouvais avoir quelqu'un pour parler, puis moi, grâce que j'étais impliquée dans l'Église, j'avais beaucoup de visites du clergé et du coordinateur. Je me rappelle à un moment donné, j'avais dit, je ne sais plus comment prier. Je n'avais aucune idée. J'étais assez pris dans le fait qu'il fallait que j'aide à mon mari pour ses soins médicaux. Et puis, la personne me regardait et m'a dit, tu n'as pas besoin, je prie pour toi. Puis c'était comme un gros fardeau enlevé sur mes épaules. Ouais. Alors, toutes des petites choses comme ça. Alors, j'aimerais que toutes les petites communautés puissent bénéficier de services comme les nôtres. Mesdames, je vous remercie sincèrement de votre partage. On pourrait en parler pendant des heures. On a couvert que le principal, en fait. Je vais arrêter mon partage d'écran.
puisque en fait, ben, c'est la période de questions. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ce soir pour nous, chers participants, participantes. Ça va nous faire plaisir de vraiment de répondre à vos questions, vos interrogations, peut-être vos inquiétudes, peut-être que vous avez de l'intérêt à créer ce genre d'initiative-là, mais vous avez certaines inquiétudes. Donc, on est là pour ça. La période de questions, elle est là. La parole est à vous. Vous êtes tous en sourdine, donc n'hésitez pas à prendre la parole et à mettre le micro en route pour pouvoir vous exprimer. Pas besoin de lever la main ou autre, on est entre amis. On a une question dans le chat, dans le clavardage. À Halifax, où on peut aller pour être bénévole? John. Anne, oui, Anne. Anne, est-ce que tu veux répondre? Tout simplement, c'est quelqu'un qui veut faire du bénévolat, c'est bienvenu de nous voir, venir nous voir. Malheureusement, nous n'avons pas le même programme et puis je regrette, ce soir était très intéressant. Ça ne répond pas à la question, mais on est toujours à la recherche des bénévoles. Sur le site web de l'archidiocèse Halifax-Yarmouth, il y a un lien, c'est pour le ministère de Soins et Compagnons. Alors, il y aura un numéro de téléphone là. Je vais mettre la ressource demain, il y a un courriel qui va être distribué parmi toutes les personnes qui se sont inscrites avec ça et le contact, le numéro de téléphone, l'adresse, tout ça. L'adresse courriel également va être sur ce courriel-là de l'archidiocèse Halifax-Yarmouth. Tout à fait. Diane Bulger, qui est la personne là, qui... Oui, mais Diane n'est pas à l'archidiocèse. Ce sera quelqu'un qui contactera Diane. Qui contacterait Diane. Oui. On me demande également, est-ce qu'il y a des défis en particulier à Halifax, justement, si on veut se créer ce genre d'initiative-là? Est-ce qu'il y a des défis particuliers pour la région d'Halifax? Est-ce qu'il y a, pardon? S'il y a des défis en particulier pour la région d'Halifax. Si quelqu'un veut se partir, veut la même initiative que toi, John, à quoi s'attendre au niveau d'Halifax? Est-ce qu'il y a un défi en particulier auquel on peut s'attendre? Un obstacle? La formation est donnée, je pense, à tous les 4 mois à Halifax. Oui. Alors, c'est comme Louise a dit, c'est Diane Bulger qui est en charge. Alors, le bureau de l'archidiocèse pourra faire contact avec Diane parce que c'est elle qui organise la formation et qui tient la liste et tout ça, toutes les personnes. À Halifax, beaucoup du travail n'est pas fait dans les visites à domicile, c'est fait dans les hospices ou dans les hôpitaux ou les soins des personnes âgées. Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui souhaitent apporter un commentaire ou poser une question? On est là pour vous. Est-ce que vous m'entendez? C'est Lucille. Oui, on t'entend très bien, Lucille. J'ai de la misère avec mon micro. On t'entend. Bon, je sais que les soins palliatifs des centres hospitaliers à Halifax font des visites à domicile. Je ne sais pas s'il y aurait un croisement entre communautaire, bénévole et parce que je sais que les soins palliatifs au QE2 a beaucoup de bénévoles. Fait que je ne sais pas s'il y aurait un croisement là, si que la communauté en commençant, et puis il y a celui-là du centre hospitalier. C'est vraiment, je crois, parce que j'ai vécu dans d'autres grandes villes, ce qui est important, c'est que le groupe, si vous avez un groupe, disons, dans votre paroisse ou dans votre
votre entourage qui veut partir ça, c'est toujours très important de rencontrer les gens des soins palliatifs à l'hôpital ou dans les foyers de soins, n'importe. C'est rencontrer ces gens-là, savoir ce qu'eux font et qu'est-ce qu'on peut nous leur offrir. On ne s'en va pas là donner des soins physiques, là. Quelqu'un a besoin des soins de bouche ou quelqu'un a la couche pleine ou n'importe, ce n'est pas nous qui allons faire ça. Alors, c'est s'entendre avec ces gens-là qu'on est vraiment là. C'est pour ça qu'on a appelé ça accompagnement, nous autres. On est là pour prendre la main et être avec la personne, être présente. Alors, quand les gens ont soins palliatifs, très souvent, eux, c'est beaucoup les soins physiques, ce qu'il y a besoin au niveau de physique, mais aussi, ils font toute la personne, ils traitent toute la personne. Mais ils n'ont pas le temps de passer autant de temps que nos bénévoles peuvent passer avec eux. C'est un travail d'équipe, en fait. C'est vraiment l'équipe médicale, l'équipe familiale que j'appelle, l'équipe bénévole de plusieurs regroupements. C'est vraiment un travail d'équipe, d'entraide. C'est comme l'entraide communautaire. Tout le monde participe au bien-être de la personne qui est malade. C'est ça. Et puis, c'est souvent que les personnes, les bénévoles, font partie d'une conférence avec les personnes qui sont dans la maison, qui prennent garde aux malades, comme le VON ou d'autres personnes. Alors, on fait une réunion générale pour toutes ces personnes-là. Merci. J'espère que ça a bien répondu à votre question, Lucille. Oui, c'est juste, je me demandais pour s'assurer qu'on ne fait pas ses pieds à personne. Oui, non, je pense que c'est bien le travail d'équipe, toute la concertation autour de la personne qui est malade, en fait. Je pense que toutes les personnes gravitant autour du malade est là pour une seule et même raison, c'est vraiment l'humain, c'est d'apporter une qualité de vie, c'est d'apporter des soins, que ce soit des soins physiques, des soins au niveau de la santé mentale, d'apporter un réconfort, un soutien mental également. Je pense que tout le monde travaille en équipe pour le bien-être de cette personne-là. Je pense que l'aide de tout le monde également au sein des différentes équipes est appréciée de tous et chacun aussi. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant qu'on se quitte? Oui, Anne? Merci. Premièrement, je voudrais offrir mes excuses pour d'être en retard ce soir. Oh, il n'y a pas de problème. Ben, en même temps, je voudrais aussi féliciter Louise et John sur le bon travail qu'ils font. Il y a deux choses. Le sujet m'intéresse, mais non seulement le sujet, mais le processus pour arriver à faire le travail. Et une chose que je vous avais mentionnée, c'était le sondage des bénévoles. Et j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai trouvé que c'était très franc. Et est-il possible de recevoir ou de lire une copie du sondage? Ça m'intéresse beaucoup, vu qu'on travaille avec les bénévoles, et au lieu d'essayer de s'asseoir et penser à l'affaire, puis se tirer les cheveux, vous avez déjà fait ça, vous avez déjà découvert un propre moyen pour arriver à ce qu'on veut tous faire. Tout à fait. Envoyer Anne tout de suite, là. Oh, merci. Oui, puis sinon, Anne, moi aussi, de mon côté, j'ai ce questionnaire-là lors de mon travail dans l'élaboration du guide avec Louise et John. Ce questionnaire-là en faisait partie, donc j'ai également de mon côté une copie comme ça également. Merci, merci. La collaboration aide beaucoup à arriver à le travail qu'on veut accomplir. Tout à fait. Et Louise, j'ai compris que vous partez à la Colombie, pour la Colombie-Britannique. Oui, pour Victoria. Oh, merveilleux, c'est une des plus belles villes du Canada. Alors, félicitations à vous deux, mais non seulement ça, bon voyage et j'espère que vous n'allez pas nous oublier. Merci Anne pour votre commentaire ainsi que votre question. Je pense qu'il y avait une autre question. Suzy, je pense que vous aviez levé la main. Est-ce que je me trompe?
Non, j'avais pas Ok. de questions. Désolée, je voyais j'avais vu votre main comme ça. Désolée. Mais moi, si j'ai l'intention de faire du bénévolat au Hospice Halifax Mhm. après la pandémie. Ça, c'est une place où c'est possible de... Ma mère a passé ces 6 dernières semaines-là et je veux... alors, ça, c'est mon intention. Parfait, c'est tout à votre honneur. Pour travailler à l'hospice, je crois qu'ils veulent, ils sont très intéressés que vous preniez peut-être la formation d'HPCO là aussi. OK. Alors, ils vont vous le dire, je suis certaine. Donc, à ce moment-là, Suzy, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et que oui, ce critère-là vous est demandé, il n'y a pas de problème à ce que vous me contactiez au travers du réseau. Pardon. Puis moi, je pourrais là, vous mettre en lien soit avec un des regroupements Argyle ou Claire et puis vous faire parvenir justement la formation. Comme ça, la formation s'offre des 2 façons. En fait, là, elle a dû être adaptée. Donc, elle s'offre en ligne, mais elle s'offre aussi en groupe. Je sais qu'il y a quelques bénévoles de Louise qui l'ont testé en ligne. Il y a des bénévoles de Joan qui vont se regrouper, ça devait être en avril, en Joan. Mais bon, avec les restrictions, c'est un peu retardé, mais quelques bénévoles de Joan vont se regrouper dans une salle à chaque semaine et vont faire la formation ensemble. Donc, ces 2 façons-là de faire sont possibles. Donc, si jamais vous avez de l'intérêt ou des questions, vous pouvez me contacter. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Je ne sais pas, il est présentement 19h48. Je pense qu'on a fait, je pense qu'on a fait une belle présentation. Louise, John, je vous remercie énormément. Je ne sais pas, Pierre-Louis, si tu souhaitais dire un dernier mot avant qu'on quitte la rencontre. Merci beaucoup, Julie, pour le beau travail que tu as fait. Et puis, de nous inviter parce qu'on est toujours passionnant de parler de notre service et puis du ministère surtout pour n'importe qui qui est intéressé. J'espère en tout cas que ça a suscité l'intérêt ou même la curiosité des participants. Puis je souhaite sincèrement que votre création de regroupement se construisent au travers des communautés acadiennes et francophones à travers la province. Là. Ça serait vraiment merveilleux. Donc, je vous souhaite aussi parce que moi, j'ai dû quitter le groupe ici et depuis le mois de mars. Et puis vraiment, c'est un gros deuil. J'avais tellement ça à cœur, je l'ai encore à cœur, que ça va me prendre du temps, disons. À la mort, c'est jamais fini. Et puis c'est ça, je me trouve que je suis encore en deuil et puis j'ai tellement aimé ce groupement. Ça amène beaucoup, ça amène pas seulement aux malades, ça amène beaucoup aux bénévoles et à nous-mêmes qui travaillons dedans. Exactement. Puis je tiens encore à remercier Evelyne Bourque et Ada O'Connell justement d'avoir repris, d'avoir assuré la relève du groupe pour toi, Louise. Donc, ça, c'est important. Sinon, encore une fois, demain, pour tous les participants ce soir, il y a un courriel que vous allez recevoir avec les ressources qu'on a parlé. Mais surtout, je tiens à spécifier que n'hésitez surtout pas à nous contacter si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet de ce soir. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions ou de vous diriger vers les personnes qui vont être aptes à répondre à vos questions. Nous, ce qu'on souhaite, en fait, c'est qu'on a suscité un peu votre intérêt à créer de nouveau ces regroupements-là d'accompagnement bénévole, soins compassion en soins palliatifs. Avec le système de santé qui est engorgé présentement, je pense que ça, c'est une aide qui est très appréciable et très honorable également. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore de votre participation. Merci Louise, merci John pour votre présentation. Ce fut agréablement apprécié. Merci à vous tous. Ça fait plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et surtout, restez en santé.